la guerre économique entre pays avancés va devenir plus intense. Cette nouvelle poussée de fièvre s'explique par le décalage persistant entre l'offre et la demande mondiale qui piège les principales économies dans un jeu concurrentiel déflationniste. Que ce soit au Japon, en zone euro ou aux États-Unis, la tendance de fond de l'évolution des prix est inférieure à 2% sur un an, cible pourtant souhaitée par la plupart des banques centrales. Refouler chez les autres sa déflation, gagner sur les autres des parts de marché semble être plus que jamais le maître mot des politiques nationales. Il est donc logique que se mettent en place des politiques non coopératives. Et c'est tout l'arsenal économique qui est aujourd'hui déployé, même la menace. C'est oublié, mais les propos de Donald Trump peu avant son investiture étaient sans équivoque. En substance, il avait déclaré 1. Son indifférence totale au fait que les Européens soient unis ou non. 2. Saluer le Brexit. 3. Pronostiquer, voire souhaiter des exits en chaîne. 4. Dénoncer le fonctionnement de l'Europe au service de la puissance allemande. 5. Menacer l'Allemagne de représailles commerciales sur l'automobile. Le ton était donné. Tous les moyens sont bons et 3 grands axes d'attaque se dessinent. Le premier, celui de la concurrence fiscale. Le taux de l'IS n'a cessé de se réduire dans les pays riches. Depuis le début des années 2000, il est passé de 32,4% à 24,7% en 2014 et il devrait descendre à 23,2% en 2018 selon les estimations de l'OCDE. Il suffit de regarder l'évolution comparée de l'IS moyen de l'UE et celui des États-Unis pour comprendre qui a lancé les hostilités. Et ce que les Européens vivent comme étant un dysfonctionnement interne de leur zone qui ronge peu à peu les différents États qui la composent n'est pas seulement un problème pour les États européens. Il est un problème pour le reste du monde. D'une manière générale, 6 pays européens, Hongrie, Royaume-Uni, Italie, Luxembourg, Norvège, Slovaquie, ont réduit leur fiscalité sur les entreprises en 2017. Quant à la France et l'Estonie, les réformes sont à venir. Hors Europe, le Japon et Israël leur ont emboîté le pas. Mais on peut aussi évoquer l'évaporation fiscale des profits des GAFA, hébergés en Irlande, aux Pays-Bas ou au Luxembourg, ou le recyclage opaque de l'excédent européen via sa constellation de paradis fiscaux. Chacun comprendra alors la volonté de l'administration Trump de ramener l'IS à 15%. Autre arme, le taux de change. La tentative, déprécier sa monnaie pour gagner en compétitivité. Le Japon est passé maître en la matière. C'est bien pourquoi, depuis 18 mois, réunion après réunion, la BOJ maintient son objectif de taux à court terme en territoire négatif, autour de moins 0,05%. Elle laisse inchangée sa promesse de piloter le taux de rendement des obligations à 10 ans autour de 0 grâce à des rachats d'actifs. La tendance à la hausse du yen a été enrayée et depuis son dernier pic d'août 2016, la monnaie japonaise a cédé près de 9% par rapport à un panier de devises représentatives de ses échanges extérieurs. Troisième front, le coût du travail et les règles du marché du travail. L'objectif, gagner en compétitivité en abaissant les coûts et en accroissant la flexibilité du marché de l'emploi. Côté européen, c'est l'Espagne qui tape le plus durement depuis la crise, avec un coût salarial unitaire, c'est-à-dire le coût du salarié rapporté à sa production, qui ne progresse plus, voire recule selon les périodes. En dehors de l'Europe, c'est au Japon où la pression est la plus forte. 2 cas extrêmes qui poussent néanmoins les autres pays à entrer dans le jeu de la déflation salariale. Les mesures protectionnistes sont également de la partie pour certains. La concurrence est donc totale, plus intense que par le passé. Et encore, il faudrait maintenant intégrer un nouveau front, celui de l'automatisation numérique.